Résumé cinétique chimique. Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau résumé de chimie de classe de terminale. C'est sur la cinétique chimique. Alors déjà, la cinétique chimique, c'est la partie de chimie qui s'intéresse aux vitesses de réaction et aux facteurs qui influencent cette vitesse. Alors pour étudier la cinétique chimique, il faut tout d'abord commencer par l'oxydoréduction, parce que la plupart des réactions qu'on va rencontrer en cinétique chimique sont des réactions d'oxydoréduction. Alors tout d'abord, oxydation et réduction. Alors le couple qu'on utilise en oxydoréduction est constitué d'un oxydant à gauche et d'un réducteur à droite. Donc il faut apprendre le couple OX-RED. Alors il faut aussi apprendre cette demi-équation redox écrite de cette façon, parce qu'on va voir que apprendre cette demi-équation de cette façon va nous permettre d'avoir toutes les définitions que l'on veut de l'oxydation, de la réduction, de l'oxydant et du réducteur. Alors, on a OX plus N électrons, ça donne un RED. OX, c'est l'oxydant. RED, c'est le réducteur. Alors, lorsque l'oxydant capte un certain nombre d'électrons, il va subir une réduction. Donc, la réduction, c'est le gain d'électrons par un oxydant qui se transforme en réducteur. Alors de même, lorsqu'un réducteur perd des électrons, on dit qu'il s'oxyde, c'est une oxydation. Donc l'oxydation est la perte d'électrons par un réducteur qui se transforme bien sûr en oxydant. Alors donc l'oxydant est toute espèce chimique capable de capter des électrons au cours d'une réaction d'oxydoréduction, et le réducteur, c'est toute espèce chimique capable de perdre des électrons au cours d'une réaction d'oxydoréduction. Alors vous voyez bien que ce schéma va nous permettre d'apprendre toutes les définitions concernant l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction. On va voir des exemples de demi-équations redox. Alors tout d'abord, I2, I-, le couple I2, I-. Alors essayez au maximum d'apprendre les formules, les noms et les couleurs des espèces chimiques, parce que c'est très utile. Alors on a le couple I2, I-. I2, c'est le diode de couleur marron, et I-, il est incolore. Alors si je commence par le diode, qui me donne, donc I2, ça va me donner I-, je multiplie par 2 pour équilibrer les iodes. Alors là, je dois rajouter les électrons du côté de l'oxydant. Alors toujours OX plus N électrons qui donnerait. Donc j'ajoute les électrons. Alors là, j'ai 2 électrons, donc j'ajoute 2 électrons. C'est une demi-équation très simple. Voyons deux autres demi-équations, une en milieu acide et l'autre en milieu basique. Alors tout d'abord, la méthode générale d'équilibrage d'une équation en milieu acide ou en milieu basique. Lorsque vous êtes en milieu acide, alors là, je note cette méthode OH-. Ce n'est pas l'ion OH-, mais je la note OH- pour se rappeler de la méthode. Alors, je commence donc tout d'abord par équilibrer H2O, les oxygènes par H2O. Après, j'équilibre les hydrogènes par H+, et en fin de compte, j'équilibre les électrons. Alors ça, c'est si on est en milieu acide. Mais si on est en milieu basique, on équilibre les oxygènes par H en moins, et après on équilibre les hydrogènes par H2O, et enfin on équilibre les électrons. Donc il faut bien se rappeler de ces schémas pour pouvoir équilibrer les demi-équations, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Là, je commence par équilibrer une demi-équation redox en milieu acide. Alors le couple correspondant, c'est le couple des ions permanganate et des ions manganèse. Alors les ions permanganate ont une couleur violette et les ions manganèse, ils sont incolores.
Alors, j'écris au départ MnO4-, ça donne Mn2+. Alors, je vérifie que j'ai un seul Mn, ici de même un seul Mn. Alors, j'équilibre après les oxygènes. Alors, on a ici 4 oxygènes, donc les oxygènes sont équilibrés par l'eau. Donc, j'ajoute le même nombre d'eau de l'autre côté, 4H2O. Donc, j'équilibre les oxygènes par H2O parce que je suis au milieu acide. Après, je dois équilibrer les hydrogènes. 4 fois 2, ça fait 8 hydrogènes. Je vais les équilibrer par les H+, plus 8H+. Et enfin, j'ajoute les électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire de ce côté, pour avoir une charge identique des deux côtés. Alors, de là, j'ai 2 charges positives, et là, je dois avoir 2+. Alors, j'ai déjà 8+, avec 1 moins 1, ça fait 7+. Donc, je dois retrancher 5- pour avoir 2+, donc ça fait 5-. 5- plus moins, ça fait 6-, plus 8+, ça fait 2+, donc 2+, de 2 de chaque côté. Alors, voyons un autre exemple, en milieu, cette fois, basique. Alors, là, c'est la liqueur de Fehling. Alors, la liqueur de Fehling, ça va nous servir, on va le voir tout à l'heure, pour identifier, par exemple, les aldéhydes. Alors, avec les aldéhydes, on obtient un précipité rouge-brique. Alors, la liqueur de Fehling constitue le couple Cu2+, Cu2O. Alors, Cu2+, c'est l'ion cuivre 2, il est bleu, et Cu2O, c'est l'oxyde de cuivre 1 par 2, l'oxyde de cuivre 1, il est rouge-brique. Alors, voyons la demi-équation en milieu basique, et c'est en milieu basique. Alors donc, je commence par les ions Cu2+ de ce côté, les Cu2O de l'autre côté. Je vois que j'ai là 2 cuivres, je multiplie ici par 2. Après, je commence par équilibrer les oxygènes par HO-. Alors là, j'ai un oxygène, je dois ajouter HO- de ce côté. Alors, après, j'équilibre les hydrogènes par H2O, donc j'ajoute H2O de l'autre côté. Alors, pour équilibrer le tout, je multiplie ici par 2, parce que 2 hydrogènes, ici 2 hydrogènes, 2 oxygènes, ici 2 oxygènes. 2 cuivres, 2 cuivres. Il me reste seulement les électrons. Ici, j'ai 4+, et 2-, ça fait 2+, il me faut 2- pour avoir une charge nulle, parce que de ce côté, j'ai une charge nulle. Donc, on voit bien que pour équilibrer en milieu acide, je commence par équilibrer les oxygènes par H2O. Après, j'équilibre les hydrogènes par H+, et j'ajoute les électrons du côté de l'oxydant. Et pour équilibrer en milieu basique, je commence par équilibrer les oxygènes par HO-, les hydrogènes par H2O, et j'ajoute toujours les électrons du milieu du côté de l'oxydant. Alors, voyez maintenant la réaction d'oxydoréduction. Alors, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction qui va se faire entre 2 couples redox, où l'oxydant de l'un des 2 couples va réagir avec le réducteur de l'autre couple. Alors, je vais prendre 2 exemples. Alors, un exemple en milieu acide et un autre exemple en milieu basique. Alors, voyons l'exemple en milieu acide. Alors, je veux écrire l'équation de la réaction entre une solution de sulfate de fer 2. Alors, le sulfate de fer 2, c'est Fe2+, plus SO4 Les ions sulfates sont les ions SO4 et là, l'ion Fe2+, qui est un ion qui donne une couleur verte en milieu aqueux. Et une solution de bichromate de potassium, c'est 2K+, plus Cr2O7-. L'ion Cr2O7-, ça donne une couleur orange en milieu aqueux. Et ceci en milieu, bien sûr, acide. Alors, les couples, en général, on vous donne les couples, donc il suffit de bien suivre la méthode. Alors, pour les ions Fe2+, ils appartiennent au couple Fe3+, Fe2+, ils jouent le rôle de réducteur. Pour les ions bichromates, Cr2O7-, ils appartiennent au couple Cr2O7- de couleur orange, et Cr3+, c'est l'ion chrome de couleur verte. Alors là, les ions Fe3+, sont de couleur rouille, marron. Alors donc,
je vois que j'ai une réaction entre les ions Fe2+, donc les ions Fe2+, qui vont réagir avec les Cr2O7-. Obligatoirement, l'un des composants sera comme oxydant et l'autre sera comme réducteur. Obligatoirement, on ne peut pas faire une réaction d'oxydoréduction entre oxydant-oxydant ou réducteur-réducteur. Obligatoirement, dans l'un des deux couples, un composant joue le rôle d'oxydant et l'autre, dans l'autre couple, il va jouer le rôle de réducteur. Donc là, c'est les ions Fe2+ qui jouent le rôle de réducteur et les ions dichromates qui jouent le rôle d'oxydant. Alors, donc, je commence par les ions Fe2+. Alors, c'est pour cela que j'ai entouré Fe2+. Alors, donc, je commence par les Fe2+, qui vont me donner Fe3+. Alors, j'ajoute un électron du côté de l'oxydant. Fe3+, c'est l'oxydant. Alors là, je commence par les Cr2O7-, c'est le réactif. Cr2O7-, de l'autre côté, je mets Cr3+. Je remarque que l'électron, j'ai ici 2, je multiplie ici par 2. Alors, je suis au milieu acide, donc j'équilibre les oxygènes par H2O, donc j'ajoute ici 7H2O. Alors là, j'ai 7 fois 2, ça fait 14, j'ajoute 14H+, il me faut 6 électrons pour équilibrer les charges électriques. Alors, avant de faire la somme entre ces deux demi-équations, je dois équilibrer les électrons. Alors là, j'ai 6 électrons, là j'ai 1 électron, donc je dois ici multiplier par 6. Je fais la somme, donc en multipliant ici par 6, j'aurai 6 Fe2+, là, plus Cr2O7-, plus 14H+, j'aurai de l'autre côté 6 Fe3+, plus 2 Cr3+, plus 7H2O. Alors tous les ions sont aqueux sauf l'eau qui est liquide, parce que c'est le solvant. Alors je vois un autre exemple, c'est l'exemple 2 où je vais utiliser un milieu basique. Alors c'est la réaction de formation d'un miroir d'argent Ag par action d'une solution de Tollens. Alors, solution de Tollens, ça contient l'ion HgNH3 qu'on appelle ion argentodiamine. Alors, toujours lorsque je veux, et ça sur un aldéhyde, RCOH en milieu basique. Alors, toujours pour identifier, pour tester la présence d'un aldéhyde dans une solution, on peut utiliser soit le réactif de Tollens, soit la liqueur de Fehling. C'est la même chose. Alors avec le réactif de Tollens, sur le tube ASC, j'obtiens un miroir d'argent. Mais avec la liqueur de Fehling, j'obtiens un précipité rouge brique. Alors là, j'utilise, pour changer un peu, j'utilise la solution de Tollens. Alors donc, le réactif de Tollens, c'est l'ion argentodiamine, HgNH3 2 fois plus, qui va jouer le rôle d'oxydant, et il est en couple avec l'argent, parce qu'on va obtenir un miroir d'argent. Et l'aldéhyde avec lequel va réagir l'ion argentodiamine, RCOOH, RC doublison OH, ça sera le réducteur. Et l'oxydant conjugué, c'est l'ion carboxylate, RCO au moins. Alors ça, les couples, on vous les donne en général dans les exercices. Il faut savoir écrire les demi-équations et l'équation globale. Alors donc, je commence par HgNH3 2 fois plus. Donc c'est un oxydant et il va se transformer en argent. Là, j'ai 2 NH3, j'ajoute 2 NH3 pour bien équilibrer. Et je dois ajouter un électron parce que plus avec moins, ça donne 0. Alors, de l'autre demi-équation, je commence par l'aldéhyde, parce que l'ion argentodiamine réagit avec l'aldéhyde. L'aldéhyde RCOH qui va donner RCO au moins. Je suis au milieu basique, donc j'équilibre, je vois ici j'ai 2 oxygènes, ici j'ai un seul. Je dois équilibrer au départ par H au moins, pour équilibrer les oxygènes. Alors là, j'ai de l'hydrogène, je dois rajouter de l'autre côté H2O pour équilibrer l'hydrogène. Alors rappelez-vous bien que pour faire un équilibre de tous les éléments chimiques, tu dois multiplier ici
par 2 et ici par 3. J'ai bien marqué avec du rouge pour se rappeler que là j'ai un 3 et là j'ai un 2, parce que si on fait le compte, 2 fois 2 ça fait 4 hydrogènes, là 3 hydrogènes et 1 ça fait 4. 3 oxygènes et 1 oxygène ça fait 4. Donc 2 oxygènes et 2 oxygènes ça fait 4, RC. Donc c'est bien équilibré. Alors de point de vue charge, là j'ai 3 électrons, là 3 charges négatives, là j'ai une charge négative, donc il me faut 2 électrons. Alors pour faire la somme, je dois multiplier ici par 2 parce que là j'ai un seul électron et là j'ai 2. Alors je fais la somme, donc 2 HgNH3 deux fois plus RCOH, la dite, plus 3H au moins, ça donne 2Hg, plus 4NH3, parce que j'ai multiplié par 2, plus RCO au moins, plus 2H2O, et c'est l'argent qui précipite sur les côtés du tube à essai pour donner le miroir d'argent. Ainsi, je peux tester la présence d'un aldéhyde par le réactif de Tollens et avoir un miroir d'argent. Alors donc, on voit bien que pour écrire une équation d'oxydoréduction, il faut l'écrire entre deux couples oxydes, il faut écrire les deux demi-équations, bien équilibrer les électrons, faire la somme et faire très attention, est-ce que le milieu est acide ou est-ce que le milieu est basique. En général, on vous donne le milieu acide, mais parfois, on utilise aussi le milieu basique, donc il faut faire très attention si on change de milieu, si le milieu est basique, là, il faut commencer par équilibrer les oxygènes par H au moins, les hydrogènes par H2. Alors, troisièmement, réaction rapide ou lente. Alors, commençons par les réactions rapides. Ce sont les réactions qu'on ne peut suivre à l'œil nu. Alors, lorsqu'on mélange les réactifs, la réaction se fait tellement rapidement que je ne peux pas suivre l'évolution de la réaction à l'œil nu. Ou bien c'est une explosion, ça se fait de façon instantanée, ou bien c'est une réaction par exemple de précipitation. Dès que je mélange les réactifs, je vois que le précipité se forme à l'instant même du mélange. Donc c'est une réaction que je ne peux pas suivre à l'œil nu, ni avec les instruments de mesure usuels. Les instruments de mesure qu'on trouve usuellement dans les labos de chimie. Donc, c'est ce qu'on appelle réaction rapide. Et ce sont des réactions qui se font en des fractions de secondes ou quelques secondes. Alors, ça ne peut pas dépasser quelques secondes. 1, 2, 3 secondes maximum. Donc, exemple. Réaction entre une solution de diode I2 et une solution de thiosulfate de sodium. Alors, remarquez bien que les exemples que je donne, ce sont des exemples qu'il faut bien savoir. Pourquoi? Parce que les noms et les couleurs et les formules des espèces chimiques que je donne sont très importantes pour faire les exercices pour après. Donc, la réaction entre I2, le diode, et une solution de thiosulfate de sodium. Alors, le diode I2, on couple avec I2, I- comme on vient de voir tout à l'heure. Le I2, il est marron, le I-, il est incolore. Alors, le thiosulfate, alors là, il va jouer le rôle d'oxydant. Donc, sûrement, S2O3 va jouer le rôle de réducteur. S2O3 c'est le thiosulfate. Il est incolore, donc il va être en couple avec le tétrathionate. Tétrathionate, c'est le double. S4O6, mais toujours 2-. Le tétrathionate, le double de S2O3, mais avec toujours 2-. Alors, cette réaction est très importante. Pourquoi? Parce que pour la suite, pour doser le diode dans une solution, je dois avoir une réaction rapide comme celle-là, mais on utilise toujours, la plupart des temps, on utilise les ions thiosulfate. Donc il faut bien connaître cette réaction pour l'utiliser pour les réactions de dosage, d'oxydoréduction entre le diode et les ions thiosulfate. Donc I2, ça donne 2I- plus 2 électrons. S2O3 ça donne S4O6 Je dois ici multiplier par 2 pour équilibrer les soufres et ainsi j'équilibre aussi les oxygènes. Donc je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc là j'ai 4 électrons, je dois rajouter de l'autre 2 électrons pour avoir 4 charges négatives.
4 charges négatives. De là, j'ai 2 moins et 2 électrons pour avoir 4 moins. Alors, je fais la somme, les électrons sont équilibrés, je fais la somme. I2 plus 2 S2O3 de moins, ça donne 2I- plus S4O6 de moins. C'est une réaction qui est rapide. Et pour les réactions du dosage, il faut obligatoirement avoir une réaction rapide. Une réaction lente, ça ne peut pas servir pour une réaction du dosage. Réaction lente. Alors, contrairement aux réactions rapides, ce sont des réactions que l'on peut suivre à l'œil nu. Je peux suivre l'évolution et la formation de produits à l'œil nu ou avec les instruments de mesure usuels comme la mesure de pression avec un manomètre, la mesure de volume, etc., la mesure du pH, donc les instruments de mesure usuels qu'on trouve au laboratoire. Donc ce sont des réactions qui se font en général en quelques minutes ou bien quelques heures ou parfois même quelques années. Alors exemple, réaction entre une solution d'acide chlorhydrique H3O+, Cl- et une solution de thiosulfate de sodium. Le thiosulfate c'est S2O3 de moins et les sodium c'est Na+, donc 2Na+, plus S2O3 de moins. Alors la réaction c'est une réaction d'oxydoréduction où les ions thiosulfate jouent en même temps le rôle d'oxydant dans un couple et de réducteur dans l'autre couple. Alors ce sont les ions S2O3 de moins qui vont jouer en même temps le rôle d'oxydant et de réducteur. On dit que c'est une réaction de dismutation. Alors les ions S2O3 de moins dans le premier couple avec le soufre S2O3 de moins, ça donne S. J'équilibre les S. J'ai ici 2, je multiplie par 2. J'ai 3 oxygènes puisque j'ai de l'acide chlorhydrique, c'est un milieu acide. J'équilibre avec 3 H2O. J'ai ici 6 hydrogènes, j'équilibre avec 6 H+. Je fais le compte des charges, donc il me faut 4 électrons. 4 moins avec 6 plus, ça fait 2 plus, avec 2 moins, ça fait 0. Alors, l'autre demi-équation, S2O3 de moins avec SO2. Alors, tout d'abord, j'équilibre les soufres, je multiplie ici par 2. J'ai 4 oxygènes, là, j'ai que 3. J'ajoute H2O. J'ai 2 hydrogènes, j'ajoute 2 H+. Alors, pour les électrons, il me faut 4, parce que 4 moins avec 2 plus, ça fait 2 moins. C'est équilibré de point de vue charge. Alors, je fais la somme pour trouver l'équation de cette réaction lente. Alors, S2O3-, S2O3-, ça fait 2. 6H+, mais de ce côté, j'ai 2, donc ça me reste 4H+. Là, j'ai H2O et de ce côté, j'ai 3, donc là, j'aurai 2 H2O, 2 S et 2 SO2. Alors, j'ai le tout multiplié par 2, je divise par 2. Donc, je divise le tout par 2. S2O3 de moins plus 2H+, ça donne S plus SO2 plus H2O. Alors donc les ions thiosulfate réagissent avec les ions H+, qui représentent les ions H3O+, de l'acide chlorhydrique pour donner un précipité de soufre. On voit donc un précipité jaune qui va apparaître mais de façon très lente et on va sentir l'odeur du dioxyde de soufre qui est une mauvaise odeur, c'est l'odeur de l'œuf pourri et on a en plus de l'eau. Donc c'est une réaction lente et expérimentalement lorsqu'on mélange ces deux solutions on voit que la couleur jaune va apparaître très très lentement. Alors, on va voir les facteurs cinétiques. Définition. Ce sont les facteurs qui vont influencer la durée d'une transformation chimique, c'est-à-dire ils vont agir sur la vitesse de la réaction. Alors, par exemple, on a la concentration. Si j'augmente la concentration des réactifs, la réaction va se faire de façon plus rapide. Si j'augmente la température, de même, la réaction peut se faire de façon plus rapide. Les catalyseurs, le rôle d'ajouter des catalyseurs, c'est d'augmenter la vitesse de réaction. La pression, c'est surtout pour les gaz. Il y a des gaz qui sont des réactions entre des gaz qui sont influencés par la pression. La lumière, il y a des réactions qu'on appelle réactions photochimiques
qui sont influencés par la lumière. En obscurité, la réaction est très lente, mais lorsque vous la placez en lumière, la réaction devient rapide. Donc la lumière peut agir aussi et être comme facteur cinétique. La forme allotropique des réactifs. La forme allotropique, c'est la façon d'arrangement des atomes des réactifs. Par exemple, pour le carbone, selon l'arrangement des atomes de carbone, tu as le carbone amorphe, le carbone normal, le charbon de bois, et vous avez le carbone arrangé, c'est ce qu'on appelle le carbone graphite. Et vous avez le carbone qui est très bien ordonné, c'est le carbone diamant. Mais c'est toujours du carbone. La forme et l'arrangement des atomes de carbone qui changent, donc c'est ce qu'on appelle la forme allotropique. Alors tout ça, ce sont des exemples de facteurs cinétiques qui peuvent influencer la vitesse de réaction et la durée d'une transformation chimique. Alors on va s'intéresser à la concentration et la température parce qu'on vous le demande et on vous demande de justifier pourquoi la température fait augmenter la vitesse d'une réaction. Alors il faut justifier de cette façon. Effet de la température, lorsqu'on augmente la température, alors ceci va faire augmenter l'agitation thermique parce que l'agitation ça existe toujours. À l'état liquide, solide, gazeux, il y a toujours une agitation thermique qui dépend de la température. Plus vous augmentez la température, plus les molécules, les atomes et les constituants de la matière s'agitent. Donc, en augmentant la température, l'agitation thermique va augmenter. Et lorsque l'agitation thermique augmente, alors la probabilité de choc efficace entre les réactifs augmente. Parce que vous avez des réactifs qui bougent trop, donc ils vont avoir plus de probabilité de faire des chocs. Et parmi ces chocs, il y a ce qu'on appelle les chocs efficaces. Et ce sont ces chocs qui vont produire les produits. Donc, en augmentant l'agitation thermique, j'augmente la probabilité de choc efficace. Donc, la réaction va se faire de façon plus rapide et la vitesse va augmenter. Donc, il faut bien se souvenir de l'agitation thermique qui augmente et qui va faire augmenter la probabilité de choc efficace, ce qui augmente la vitesse de réaction. Alors, de même pour l'effet de la concentration, en augmentant la concentration des réactifs, donc c'est-à-dire que j'ai plus de réactifs, donc j'aurai la probabilité de choc efficace qui va augmenter, donc ça va faire augmenter la vitesse de réaction. Donc au cours d'une réaction chimique, la concentration des réactifs va diminuer parce qu'ils vont réagir. Donc au cours d'une réaction chimique, la vitesse va diminuer parce que la concentration diminue et la probabilité de choc efficace diminue. Donc toujours au cours d'une réaction chimique, la vitesse va finir par s'annuler en fin de réaction. Suivi temporel de réaction lente. On ne peut suivre ici que les réactions lentes parce que ce sont des réactions qui nous donnent le temps pour pouvoir les suivre. Parce que les réactions trop rapides, on ne peut pas les suivre avec les méthodes usuelles. Nous, on va suivre avec les méthodes usuelles, donc on va pouvoir suivre seulement les réactions lentes. Alors, il y a deux méthodes pour suivre les réactions lentes. Ce sont des méthodes physiques ou chimiques. Alors, pour les méthodes physiques. Alors, les méthodes physiques, ce sont des méthodes qui utilisent des appareillages physiques. Et ils sont utilisés lorsque la réaction n'est pas trop lente. Parce que, par exemple, une réaction qui dure quelques minutes seulement. Elle est lente, on peut observer à l'œil nu la formation de produits, mais au bout de quelques minutes, la réaction s'arrête, donc je ne peux pas utiliser les méthodes chimiques, là, je dois utiliser les méthodes physiques. Et lorsque j'ai pas trop de produits, trop de réactifs, si j'ai peu de réactifs, et la quantité de réactifs est faible, je peux utiliser les méthodes physiques au lieu d'utiliser les méthodes chimiques. Alors donc, les méthodes physiques, par exemple, c'est quoi? Suivre la conductivité de la réaction, suivre le pH, la pH-métrie, suivre le volume, en mesurant le volume d'un produit qui se forme ou d'un réactif qui disparaît, suivre la pression totale des gaz. Alors, avec ces méthodes, conductivité, utiliser un conductimètre, pH-métrie, utiliser un pH-mètre, volume, utiliser un appareil de mesure de volume, pression, utiliser un manomètre.
Alors avec ces méthodes physiques, tu peux suivre l'évolution de la réaction chimique et connaître la composition du système chimique à chaque instant. Alors il y a aussi les méthodes chimiques. Alors les méthodes chimiques, ce sont des méthodes de dosage. Alors on a deux types de dosage, soit on a une réaction acido-basique, on va utiliser le dosage acido-basique, soit on a une réaction d'oxydoréduction, on utilise le dosage d'oxydoréduction. Alors les méthodes chimiques sont utilisées surtout pour la simplicité du matériel du dosage. Vous avez une burette, un bécher, un agitateur, etc. Donc c'est un matériel très simple. Et lorsque les réactifs sont en quantité suffisante pour pouvoir faire les dosages, et lorsque le temps de la réaction il est assez lente pour pouvoir à des moments précis prendre une quantité du mélange réactionnel et faire un dosage. On ne fait pas un seul dosage, on fait d'habitude une dizaine de dosages. Donc pour faire une dizaine de dosages, il faut obligatoirement avoir une durée de au minimum une demi-heure par exemple. Et là, il faut faire les dosages rapidement pour pouvoir suivre l'évolution temporelle des réactions chimiques. Alors dans les exercices, vous allez trouver toutes ces méthodes. Vous pouvez trouver des exercices qui se basent sur le suivi de réactions chimiques par méthode physique, ou bien vous pouvez trouver des exercices qui se basent sur les méthodes chimiques de dosage. Alors qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va suivre la réaction et on va déterminer l'avancement de la réaction et tracer l'avancement de la réaction au cours du temps. Normalement, l'avancement de la réaction commence par augmenter. Après un certain temps, il va se stabiliser selon la durée de la réaction chimique. Alors, avec cette courbe de l'avancement de la réaction dans le temps, je peux calculer ce qu'on appelle la vitesse volumique d'une réaction chimique. Alors, la vitesse volumique d'une réaction chimique est par définition 1 sur Vs dx sur dt. Vs, c'est le volume de la solution, et x, c'est l'avancement de la réaction. Alors, l'unité d'après cette formule, c'est x, l'avancement en mol, le volume en litres, et le temps en secondes. Donc, mol litre moins 1, seconde moins 1. Ou bien, mol litre moins 1, minute moins 1 au lieu du seconde. Ou bien, mol litre moins 1, heure moins 1. Je peux utiliser même le mètre cube. Mol mètre cube moins 1, seconde moins 1. Donc, sur les unités, il y a pas mal d'unités pour cette formule de vitesse volumique de réaction. Alors, comment on va calculer? Là, c'est la formule, mais comment on va calculer en pratique la vitesse d'une réaction à partir de la courbe qui nous donne l'avancement dans le temps? Alors, la courbe, par exemple, je veux calculer la vitesse à l'instant T1. Alors, de l'instant T1, je vais vers la courbe, je trouve le point de la courbe qui correspond à l'instant T1. Alors là, il faut être très minutieux et tracer la tangente taux à la courbe en ce point, à l'instant T1. Donc, il faut bien la tracer parce que si ce n'est pas tracé dans l'exercice, et en général, on vous le donne tracé pour ne pas faire trop d'erreurs, mais si ce n'est pas tracé, c'est un grand problème parce que là, tu peux tracer plusieurs tangentes, les élèves tracent en général plusieurs types de tangentes et ce n'est pas juste en général. Alors là, il faut faire très attention à bien tracer la tangente à la courbe d'une manière efficace et juste. Alors, si tu traces bien la tangente, là, tu auras un calcul de vitesse exact. Alors, comment calculer la vitesse? C'est très simple. Alors, tu vas former un triangle rectangle droit, ici. Alors, un triangle, tu vas partir de la tangente, avoir un angle droit et revenir à la tangente. Alors là, tu as ce que j'appelle delta x et là, delta t. Delta x, tu fais bien attention aux unités. En général, elle est en mol. Et delta t en secondes ou bien en heure, tu la laisses avec l'unité choisie. Alors, la dérivée de x par rapport au temps, en ce point, à l'instant t1, c'est quoi? C'est delta x sur delta t sur la tangente, calculé sur la tangente. Donc, une fois que tu as calculé la dérivée, parce que la dérivée, c'est la pente de la tangente au point considéré.
Une fois que tu as calculé la dérivée de cette manière avec la pente de la tangente, et tu reviens à la formule, la vitesse à l'instant t1, c'est 1 sur Vs fois delta x sur delta t sur la tangente. Et là, il faut faire attention au calcul pour trouver la bonne valeur. En général, on trouve une valeur proche de la valeur qu'on cherche et c'est acceptable. Alors, le problème dans les exercices, c'est qu'on ne vous donne pas directement l'avancement en fonction du temps. Par exemple, on vous donne la concentration, on vous donne la pression ou la variation de pression, on vous donne le volume. Alors, il y a plusieurs courbes qu'on suggère lors des exercices et l'astuce, c'est de lier ce facteur qu'on vous donne à l'avancement de la réaction. Une fois que tu as trouvé la relation entre la concentration, la pression, le volume, la conductance, la conductivité, une fois que tu as trouvé la relation entre ce facteur et l'avancement, là, tu vas faire la dérivée de façon normale et trouver la relation entre la vitesse à l'instant t et la dérivée de ce facteur qu'on vous propose, soit pression, soit conductance, soit conductivité, soit volume, et la dérivée de ce facteur par rapport au temps. Une fois que tu as trouvé l'expression nouvelle de la vitesse, alors là, tu peux faire le calcul en utilisant toujours la pente de la tangente pour trouver la vitesse. Et ça, il faut le voir dans les exercices. Alors les exercices, soit il utilise la méthode physique, soit il utilise la méthode chimique de dosage. Là, il faut bien s'entraîner avec les différents types d'exercices et pas voir un seul type d'exercice. Il faut bien chercher les exercices différents, des exercices qui nous parlent directement de l'avancement dans le temps ou des exercices qui nous parlent de la vitesse d'un gaz, de la pression d'un gaz, du pH d'une solution, de conductance, de conductivité, du dosage, etc. Alors là, il faut donc faire des exercices différents. Alors, on vous parle toujours lors des exercices de vitesse de réaction de cinétique chimique, on vous parle du temps de demi-réaction. Alors, c'est quoi le temps de demi-réaction? C'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction arrive à la moitié de sa valeur finale. X à l'instant t1,5, c'est x final sur 2. Alors, l'avancement final, dans le cas d'une réaction totale, l'avancement final, c'est l'avancement maximal de la réaction. Mais dans le cas d'une réaction qui n'est pas totale, qui s'écrit avec deux flèches, on le verra lors des prochaines résumés, dans le cas d'une réaction limitée qui n'est pas totale, l'avancement final de la réaction est toujours inférieur à l'avancement maximal. Alors là, si j'ai l'avancement de la réaction dans le temps, j'ai la courbe de l'avancement de la réaction dans le temps, alors je cherche l'avancement final, c'est là où se stabilise, où ça devient horizontal. L'avancement de la réaction, c'est l'avancement final. Je le divise par 2, x final sur 2, je vais vers la courbe et je trouve le temps de demi-réaction. En général, pour arriver à x final, il nous faut 7t1,5. Donc pour arriver à l'avancement maximal, il te faut une durée delta t égale à peu près à 7t1,5.